Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Coup de tonnerre dans le ciel de la droite française. François Fillon, arrivé en tête, affrontera Alain Juppé dimanche prochain au second tour de la primaire de la droite et du centre. Certains obstacles se dressent toujours devant la formation du gouvernement, dixit le Premier ministre désigné Saad Hariri, qui a rencontré ce matin le président Hollande au palais de Barda. C'est l'accident de train le plus meurtrier de ces 10 dernières années en Inde. Il a fait au moins 142 morts et plus de 150 blessés. Et les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Double coup de tonnerre dans le ciel de la droite française. François Fillon, arrivé en tête, affrontera Alain Juppé dimanche prochain au second tour de la primaire de la droite et du centre, tandis que l'ancien président Nicolas Sarkozy est éliminé et a annoncé son retrait de la vie politique. Bref, un scénario que personne n'avait prévu. Les explications de Florence Gaillard. François Fillon écrase tout, déferle sur la primaire et s'envole tandis que Nicolas Sarkozy chute. Une surprise pour la presse, mais aussi pour la gauche, qui misait sur une victoire de l'ancien président de la République. Un adversaire que connaît François Hollande, puisqu'il l'a battu en 2012 et qu'il espérait peut-être retrouver en 2017. Fillon n'a aucune chance. Merci François Hollande. C'est de lui, c'est dans le livre, c'est écrit noir sur blanc. Joli pronostic, quel pif! Écoutez, je crois qu'il n'était pas le seul. Vous nous disiez tous que si c'était Alain Juppé, François Hollande n'avait aucune chance. Aujourd'hui, c'est pas Alain Juppé. Je pense que pour le camp de la gauche, ça élargit les possibles. Désormais, l'homme à abattre, c'est François Fillon, qualifié d'ultra-conservateur sur les questions sociétales. Quant à son programme économique, il rappellerait celui de Margaret Thatcher dans les années 80. Le programme de M. Fillon est d'une telle radicalité, une telle purge libérale que je pense qu'il y aura beaucoup de mal pour que les électeurs de gauche viennent voter pour lui si jamais il était qualifié au soir du premier tour. C'est donc, je pense que ce programme n'est en rien adapté à la situation actuelle que connaît notre pays, ni au plan politique ni au plan économique. Pour les socialistes, la partie serait plus difficile à jouer contre Alain Juppé, qui mord sur l'électorat du centre et pourrait attirer les électeurs de gauche. Au premier tour de la primaire à droite, ils ont été entre 10 et 15% à se déplacer pour voter. On disait il y a encore quelques semaines, l'ex-premier ministre enfoncé, la percée de François Fillon, cette percée spectaculaire et sa course en tête du premier tour de la primaire, eh bien, il les doit à sa constance, à sa volonté de casser la baraque, en assumant un virage hyper libéral sans jamais dévier depuis 2 ans. Son portrait avec Ludovic de Foucault. Les partisans de François Fillon fêtent une victoire. Leur favori a déjoué tous les pronostics. Le candidat peut maintenant jouer les rassembleurs. Il a même un mot pour le grand perdant de la primaire de la droite et du centre. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien. Et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy qui a été le président de la France. Un président dont François Fillon était Premier ministre, même si Nicolas Sarkozy l'avait rangé au rang de simple collaborateur, un terme que l'intéressé avait peu goûté. Il déclarait d'ailleurs en septembre 2007 « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. » Et depuis, François Fillon, devenu candidat à la primaire, n'a pas changé d'avis. Ne répondront pas à... J'ai toujours dit la vérité. J'ai dit que la France était en faillite. Une constance qui semble porter ses fruits. François Fillon propose un programme très libéral sur le plan économique. La fin des 35 heures, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, le plafonnement et la dégressivité des allocations chômage. Un programme aussi très conservateur en ce qui concerne les questions de société. Il a notamment promis de réécrire la loi Taubira pour fermer l'adoption plénière aux couples homosexuels. Décrit avec ironie par certains comme le meilleur ami de Poutine, François Fillon veut établir une relation étroite avec Moscou et refuse de qualifier les bombardements sur Alep de crimes de guerre.
Nicolas Sarkozy éliminé, c'est une page de l'histoire politique qui se tourne. L'ancien chef de l'État s'éloigne de la vie publique pour vivre ses passions plus privées. Pour 2017, il souhaite le meilleur pour la France. Il demande à ses électeurs de ne jamais emprunter la voie des extrêmes. Retour sur sa révérence et son discours hier triste mais digne avec Ludovic de Foucauld. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Bonne chance à la France. À 61 ans, Nicolas Sarkozy s'en va, une page politique se tourne. Celui qui rêvait de revenir à l'Élysée après l'avoir occupé de 2007 à 2012 reconnaît sa défaite comme il l'avait fait après l'élection de François Hollande. Une autre époque s'ouvre. Dans cette nouvelle époque, je resterai l'un des vôtres. Et au moment où je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français, plus que jamais, j'ai l'amour de notre pays inscrit au plus profond de mon cœur. Vous êtes la France éternelle. Je vous aime. Dimanche, son dernier geste politique aura été d'appeler à voter François Fillon, ce qui donne un avantage stratégique à son ancien Premier ministre dans le match qu'il oppose maintenant à Alain Juppé. Le candidat battu peut désormais entièrement se consacrer à sa défense. Il reste inquiété dans plusieurs affaires judiciaires, dont certaines pourraient le conduire devant le tribunal. Nicolas Sarkozy quitte l'arène politique, mais les Français n'ont pas fini d'entendre parler de lui. Alors, Nicolas Sarkozy votera François Fillon, tout comme Bruno Le Maire. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, soutient Alain Juppé. Faisons le point sur les ralliements dont bénéficieront les deux adversaires dimanche prochain avec Serine Bey. Il est le troisième homme de cette primaire. Nicolas Sarkozy a fait ses adieux à la scène politique après sa défaite et n'a pas tardé à préciser à qui il donnerait son vote pour le second tour. François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Bruno Le Maire soutient lui aussi le député de Paris. Chez les candidats, Nathalie Kosciusko-Morizet, arrivée 4e, a sans surprise déclaré qu'elle soutiendrait le maire de Bordeaux. Au deuxième tour, je soutiendrai Alain Juppé pour défendre mes idées. Les membres du parti Les Républicains sont quant à eux divisés. Alain Juppé peut par exemple compter sur l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin ou encore sur Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui était pourtant jusqu'il y a quelques semaines un soutien historique de François Fillon. Qui est le meilleur candidat pour gagner? Assurément Alain Juppé. Et qui est aussi celui qui a le meilleur programme? Pour moi aussi, Alain Juppé. François Fillon a lui aussi trouvé des soutiens de poids au sein du parti, comme le président du Sénat Gérard Larcher et Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Je voterai pour François Fillon parce que je pense que c'est celui qui défendra le mieux les valeurs de la droite. Les deux derniers candidats au scrutin, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé, n'ont toujours pas donné de consigne de vote. Ils sont censés s'exprimer ce lundi. Alain Juppé l'a assuré hier soir, c'est désormais un combat projet contre projet. Les deux anciens premiers ministres se retrouvent sur quelques points, mais ils affichent surtout de nettes divergences, notamment sur l'économie, sur la politique étrangère. Les explications de Cécile Galluccio. L'un représente une droite ultralibérale et conservatrice, l'autre est plus modéré. Si les deux anciens premiers ministres veulent augmenter le temps de travail, supprimer l'ISF et faire reculer l'âge de la retraite, ils n'entendent pas jouer sur les mêmes leviers. François Fillon veut supprimer au moins 500 000 postes de fonctionnaires, 200 000 pour Alain Juppé. Ce dernier est également favorable à un retour des 39 heures. Le grand vainqueur de ce premier tour, lui, fixe la seule limite à 48 heures, le maximum autorisé par le droit européen. Sur les dépenses publiques, les deux hommes sont favorables à des réductions. 100 milliards d'euros pour François Fillon. Le maire de Bordeaux se montre plus vague sur la question. Mais c'est peut-être en termes de politique étrangère que les deux candidats s'opposent le plus. Le député de Paris souhaite lever l'embargo imposé à Moscou depuis l'annexion de la Crimée, coopérer avec le Kremlin sur la question syrienne et s'allier avec Bachar el-Assad pour éradiquer l'organisation de l'État islamique. Alain Juppé est lui très critique vis-à-vis de la Russie. Il lui reproche ses bombardements sur Alep et son alliance avec le régime syrien.
Pour lui, pas de retour à la paix en Syrie, avec Bachar el-Assad au pouvoir. Deux visions donc bien différentes. À la surprise générale, les électeurs ont tout de même donné une bonne avance à celui qui, selon certains, a le programme économique de Thatcher et la diplomatie de Poutine. Toujours en France, 7 personnes ont été interpellées ce week-end. L'opération antiterroriste a été menée par la Direction générale de la sécurité intérieure avec l'appui du RAID, l'unité d'élite de la police. Les enquêteurs sont intervenus à Strasbourg et à Marseille pour appréhender des hommes soupçonnés de préparer un attentat sur le sol français. Ils sont âgés de 29 à 37 ans et sont de nationalité française, marocaine ou afghane. Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, s'est montré satisfait mais assure que la menace terroriste reste très élevée. On l'écoute. L'opération antiterroriste conduite par la Direction générale de la sécurité intérieure sous l'autorité de la justice, s'est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille et à Strasbourg. Elle a permis l'interpellation de 7 individus âgés de 29 à 37 ans, de nationalité française, marocaine et afghane. Parmi eux, 6 étaient inconnus des services de renseignement et un ressortissant marocain dont la résidence n'était pas en France était signalé par un pays partenaire. C'est donc un nouvel attentat déjoué. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, Saad Hariri au palais de Oabda. Le Premier ministre désigné a rencontré le président Michel Aoun. Au menu, les dernières tractations en vue de la formation du nouveau gouvernement. Lors d'un point de presse, Hariri a indiqué que certains obstacles se dressent toujours devant la formation du cabinet, sans plus de précision. La formation du gouvernement espérée avant demain, mardi, jour de la fête nationale, a pris du plomb dans l'aile, notamment après les nombreuses polémiques entre le chef de l'État et le président du Parlement, Nabi Berri. Et le chef de l'État a reçu également ce lundi au palais de Oabda l'émissaire saoudien Khaled El-Faisal. Ce dernier lui a transmis les félicitations du roi Salman pour son accession à la magistrature suprême, ainsi qu'une invitation à se rendre à Riyad. Et l'émissaire du royaume a précisé que le chef de l'État se rendra en Arabie après la formation du gouvernement. Et on l'a appris il y a quelques instants, Michel Aoun s'est dit en faveur justement de consolider les relations bilatérales entre Beyrouth et Riyad. La formation du gouvernement qui se fait toujours donc attendre, il faudra encore patienter. C'est le message de Noad Machnouk, le ministre sortant de l'Intérieur, a précisé ce matin que la composition du gouvernement n'a pas été reportée, mais nécessitait davantage de temps. Machnouk s'exprimait depuis le centre-ville de Beyrouth, en marge d'une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au mausolée de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri. Dans le reste de l'actualité internationale, Angela Merkel est prête à y aller encore une fois. La chancelière allemande a annoncé qu'elle briguera l'an prochain un 4e mandat qu'elle entend accomplir dans son intégralité. Forte du soutien de 55% des Allemands, eh bien Merkel devrait se passer de primaire. Johanna Sitruk nous en dit plus. Ces derniers jours, la rumeur devenait insistante. Mais ce dimanche, elle a finalement officialisé sa décision. Au pouvoir depuis 2005, Angela Merkel briguera un 4e mandat de chancelière. Aujourd'hui, j'ai annoncé à la présidence de mon parti que j'étais prête à être candidate à nouveau le 1er décembre au mandat de représentante de la CDU. Et selon moi, cela va de pair, que je serai candidate au mandat de chancelière fédérale de la République d'Allemagne. Une candidature appuyée par son parti. Dans le contexte actuel, le mouvement conservateur estime qu'Angela Merkel est un gage de stabilité. Je pense qu'il est important que nous ayons quelqu'un qui peut maintenir la cohésion dans notre société, quelqu'un qui peut construire des ponts et rassembler les gens. Donc je voudrais qu'elle continue comme chancelière à partir de 2017 et beaucoup de personnes à travers le pays sont du même avis. Pourtant cette année, la chancelière a vu sa cote de popularité baisser et son parti a subi plusieurs défaites lors de scrutins régionaux. En cause, sa politique à l'égard des réfugiés jugée trop généreuse. Angela Merkel dispose toutefois d'un atout de taille, le manque d'alternatives.
Pour l'heure, aucun candidat ne semble s'imposer. Ça va, je peux l'accepter, même si je ne suis pas un grand fan de la CDU. Mais je pense que Mme Merkel est préférable. En fait, je ne vois aucune alternative pour le moment. Je ne vois personne qui puisse faire mieux qu'elle. Il n'y a pas d'autres options. Et puis elle n'a pas fait un si mauvais travail. Selon un sondage publié ce dimanche, 55% des Allemands souhaitent que la chancelière reste en poste. Mais le chemin est encore long. Les élections législatives auront lieu en septembre 2017. C'est l'accident de train le plus meurtrier de ces 10 dernières années en Inde. Il a fait au moins 142 morts et plus de 150 blessés. Les wagons sont sortis de la voie alors que la plupart des passagers dormaient. Les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Mais une fissure sur un des rails pourrait être à l'origine de la catastrophe, selon la presse locale. Lucie Debiol. Ces secouristes ont travaillé toute la nuit, déplaçant des wagons entiers, toujours à la recherche de survivants. 14 voitures de l'express Indore-Patna ont déraillé. Il n'en reste qu'un amas de tôle froissée. Difficile de savoir si des voyageurs vivants sont encore coincés dans la carcasse et s'ils vont pouvoir en sortir. Il est très difficile de donner un bilan exact, car dès que nous trouvons un corps, il est immédiatement envoyé à l'hôpital. Pour soigner les blessés, plusieurs hôpitaux ont été réquisitionnés. L'accident s'est produit en pleine nuit, alors que la majorité des 500 voyageurs dormaient. J'ai perdu conscience et quand je me suis réveillé, j'ai hurlé « à l'aide, à l'aide ». Puis la grue est arrivée. Ils ont alors découpé le wagon et nous ont extirpés. Selon les premiers éléments de l'enquête, un rail en mauvais état pourrait être à l'origine de l'accident. Le réseau ferroviaire indien, l'un des plus importants au monde, présente de fortes lacunes en matière de sécurité. Une situation reconnue par les autorités qui se sont engagées l'an dernier à investir sur 5 ans près de 140 milliards de dollars dans la modernisation et la sécurisation des chemins de fer. Mais depuis, le gouvernement n'a fait aucune annonce sur le sujet. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Le rappel des titres. Sans coup de tonnerre dans le ciel de la droite française, François Fillon, arrivé en tête, affrontera Alain Juppé dimanche prochain au second tour de la primaire de la droite et du centre. Nicolas Sarkozy éliminé. Certains obstacles se dressent toujours devant la formation du gouvernement, dixit le Premier ministre désigné Saad Hariri, qui a rencontré ce matin le président Aoun au palais de Barbla. C'est l'accident de train le plus meurtrier de ces 10 dernières années en Inde. Il a fait au moins 142 morts et plus de 150 blessés. Les causes de la catastrophe n'ont pas encore été déterminées. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.